nous aide à toutes les années pour cette série de conférences. Et je désire aussi remercier le Musée de la Civilisation qui nous accueille dans ce magnifique espace. Ce soir, on a une très grande occasion d'accueillir Jérôme Lapierre. Je pense que c'est une occasion très particulière pour nous dans cette série de conférences parce que Jérôme, il a été étudiant à notre école. Il est sorti depuis 2 années. Et il a eu l'honneur et la chance de recevoir le prix de Rome en architecture du Conseil des arts du Canada. Le prix de Rome, c'est un prix assez exceptionnel. Prix de Rome début de carrière, c'est assez exceptionnel parce qu'il est octroyé à un des étudiants qui sont choisis parmi les écoles d'architecture du Canada. Donc, les 11 écoles d'architecture, elles ont un processus de sélection interne. Par la suite, les 11 candidats des écoles canadiennes envoient leur dossier, leur projet au Conseil des arts et par la suite, un parmi eux, il est choisi pour le prix de Rome. Et je pense que c'est une occasion magnifique de début de carrière. Ça prend beaucoup de maturité. Je pense qu'on est très fiers de cette réalisation. Je pense que c'est un magnifique début. Et donc, on apprécie beaucoup cette ouverture de présentation de conférences, d'expositions qui a déjà lieu cet été le long de la promenade Champlain. Donc, avant que Julien Landry vienne présenter le conférencier d'une manière plus détaillée, j'inviterai Jacques Fagui, qui est directeur de la division de design urbain et architecture et de paysage de la ville de Québec, à vous dire quelques mots. Bonsoir, je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir pour profiter de l'expérience et du talent de notre conférencier Jérôme Lapierre. La contribution de la Ville de Québec aux instantanés d'architecture fait partie des initiatives de la Ville pour supporter la relève en architecture et en design urbain, le développement des talents afin de rendre notre ville plus belle, plus attrayante, dynamique, sécuritaire, à l'image de notre culture évolutive. En ce sens, la Ville de Québec vient de lancer la Bourse Innovation 2016 au montant de 5 000 $ afin de soutenir la relève en architecture et en design urbain. Ce prix permet aux futurs professionnels de visiter, d'étudier les réalisations les plus innovatrices dans les pays de son choix. Nous en aurons ce soir un exemple évocateur. Le lauréat de la bourse sera divulgué lors du prochain colloque sur l'innovation de la Ville qui se tiendra le 26 mai prochain sur le thème de l'aménagement d'espaces publics. Vous avez une primeur ce soir. La diffusion de la programmation sera disponible sous peu sur le site Internet de la Ville. Et à ce moment, ça aussi c'est la deuxième primaire, les étudiants en urbanisme, en architecture de paysage, en design urbain, en architecture et en art visuel seront également invités à présenter chacun en 400 secondes leur vision des projets d'aménagement novateurs pouvant nous inspirer pour consolider, développer notre expertise et notre contribution dans l'aménagement d'espaces publics vivants, novateurs et répondant à nos besoins citoyens. Bonne conférence tout le monde et merci. Bonsoir à tous. D'abord, merci d'être venus ici en aussi grand nombre pour cette belle soirée. Il me fait vraiment un grand plaisir d'être ici au nom de l'École d'architecture pour accueillir et présenter notre invité. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Jérôme Lapierre est diplômé de l'École d'architecture de l'Université Laval depuis printemps 2013. L'année suivante, il remporte le prestigieux prix de Rome début de carrière. Le prix souligne le potentiel exceptionnel du récipiendaire comme futur architecte. Notons qu'il s'agit de la première fois que le prix a été décerné à un candidat provenant de l'École d'architecture de l'Université Laval.
Jérôme se passionne pour la relation entre l'habitation, l'espace urbain et les gens. D'ailleurs, son travail à l'agence danoise Gale Architects lui a permis d'approfondir cet intérêt pour la qualité de l'espace public sur la vie entre les bâtiments comme une expérience du quotidien. Il a ainsi mis ses connaissances et son expertise à contribution dans des projets d'échelle urbaine au sein de plusieurs villes telles que Shanghai, Sobradino, Asunción, Denver, New York, Calgary, et Glasgow et Copenhague. Depuis maintenant 7 ans, Jérôme travaille à l'atelier Pierre Thibault. Il y a fait la gestion de différents projets d'envergure tels que le Belvédère Val-Jalbert et le Grand Plateau, tous deux primés. Il a aussi reçu personnellement de nombreuses reconnaissances, dont une mention au tableau d'honneur de l'Institut royal d'architecture du Canada à la fin de ses études. Aimant partager sa passion pour l'architecture, Jérôme a donné des conférences sur différents sujets à Shanghai et à Edmonton. Il est aussi actuellement chargé de cours ici à l'École d'architecture. Ce soir, Jérôme nous présente le fruit de son travail qui cherche à sensibiliser les citoyens aux principes de design favorisant des qualités architecturales et urbaines. Sans plus tarder, accueillons chaleureusement Jérôme Lapierre. Merci. Bonsoir tout le monde. Ça me fait un énorme plaisir d'être ici ce soir. Merci au musée, merci à l'École d'architecture. En fait, c'est un peu avec ce soir que conclut cette année du prix de Rome, en fait, je dirais. Une année exceptionnelle, une année qui m'a permis de voir autrement les choses, une année qui change la vie. Puis, je remercie aussi le Conseil des arts d'offrir cette possibilité-là, de pouvoir avoir la chance de partir. L'École d'architecture encourage beaucoup les gens, les étudiants à partir au baccalauréat pour aller étudier à l'étranger. Ça, en fait, c'est une chose que tout le monde devrait faire, je pense, puis mettre de l'argent de côté s'il faut pour partir. Mais d'aller travailler aussi dans un deuxième temps à l'étranger, c'est vraiment aussi une belle occasion à saisir dans sa vie. Je le souhaite à tout le monde vraiment de vivre ça. Je suis ici pour vous parler, entre autres, de cette année à l'étranger, cette année de travail chez Gale Architects, puis aussi pour cette année de voyage de recherche sur un thème qui me passionnait. En fait, je suis ici pour vous parler de ça. Donc, on commence. Cette année du prix de Rome a un peu commencé, je dirais, par le projet d'essai-projet que j'ai fait à la maîtrise. C'est un peu grâce à ce projet-là que j'ai remporté le prix, parce que c'est lui que j'ai mis le plus en évidence dans ma candidature. Et c'est un projet qui, je dirais, au retour de mon échange que j'ai fait à Copenhague en 2010, en fait, un échange qui m'a aussi fait voir autrement les choses. C'est la première fois que je sortais de l'Amérique, la première fois en Europe, de vivre une autre façon de faire, d'être à vélo à tous les jours. Tout ça, c'est un peu déstabilisant, je dirais, pour un Québécois qui saute pour la première fois en Europe. Donc, je suis revenu parce que je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ici? Comment on pourrait être capable de créer une vie aussi stimulante que celle qu'il y a à Copenhague? Donc, je me suis amusé, j'ai fait un essai-projet avec lequel j'avais vraiment un grand plaisir. L'habitation qui est vraiment mon dada, puis l'espace public aussi que j'avais découvert au Danemark, qui était vraiment fait de qualité. Donc, je me suis intéressé à ces relations-là entre l'espace urbain puis l'habitation. Donc, en ayant aussi un fort focus sur l'approche de Jan Gehl, sa théorie qui est développée depuis plusieurs années, qui est d'abord la vie, puis les espaces et enfin les bâtiments. Parce que dans le processus professionnel, puis même, je dirais, nous aussi, on est pris là-dedans, de penser au bâtiment comme architecte en premier, après concevoir l'espace autour de ce qui nous reste. Puis, on se pose la question, est-ce que finalement on a pensé à la vie là-dedans? Donc, en renversant, je dirais, la pensée autrement, en concevant d'abord la vie, essayer de la comprendre, l'observer, ensuite, en structurant des espaces autour de cette vie-là, voir comment les gens déambulent dans l'espace, on peut orienter les bâtiments qui sont en fonction de ça et qui peuvent aussi, je dirais, bien la contenir, cette vie-là. Donc, cette progression-là, c'est une façon complètement de voir à l'envers, mais qui fonctionne vraiment bien, je trouve.
Donc, à partir de là, ça m'a amené à partir à l'étranger, au Danemark, pour travailler à Copenhague. Mais bien entendu, cette année-là du prix de Rome permet de faire des voyages de recherche aussi. Des voyages de recherche que j'ai fait à Hambourg, Londres et Stockholm. Donc, 3 principaux sur lesquels je me suis concentré. Et quand je parle de voyages de recherche, bien, j'allais là pour au moins une semaine. J'essayais de vraiment m'impliquer dans... pas m'impliquer, mais m'imprégner en fait du lieu. Je rencontrais des architectes, je rencontrais les planificateurs urbains, je rencontrais des gens à la ville, j'avais des entrevues avec les centres d'architecture. J'essayais vraiment de comprendre comment faire ou essayer de comprendre le processus pour arriver à faire des projets de qualité comme ceux que je m'en allais voir dans ces villes-là. Je me suis vraiment questionné à me dire comment on fait là pour... En fait, c'est super intéressant de comprendre le processus parce que c'est, je dirais, peut-être méconnu toute la portion qui est derrière le projet avant d'avoir la commande d'architecture comme architecte. Donc, je me suis intéressé à ça. Puis aussi, j'ai fait d'autres voyages, bien entendu, sur le territoire européen et 2 conférences pour comprendre, en fait, mes thèmes qui sont les gens, l'habitation, puis l'espace public. Et à travers ça, je me suis posé des questions. Je me suis dit, comment l'environnement bâti peut façonner l'échange humain? Comment la vie entre les bâtiments peut contribuer à l'architecture? Comment les deux peuvent se réunir, se contenir ensemble? Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre? Comment est-ce qu'ils peuvent se rencontrer ensemble? Et là, j'arrive à Copenhague. Je pensais travailler le lundi suivant de mon arrivée. Finalement, j'ai pas de permis de travail. Je peux pas commencer à travailler tout de suite. Fait que j'ai un bon mois pour essayer de réapprendre à m'approprier la ville, de la comprendre autrement d'un deuxième regard. Un regard un peu plus mature, je dirais, quand j'étais étudiant pour la première fois. Et ça m'a permis de comprendre comment les gens habitaient ou vivaient vraiment leur ville ou à quel moment dans la journée, dans la semaine, ils vivaient. Ça m'a permis de voir des nouveaux projets que je n'avais pas vu le jour quand j'étais étudiant là-bas. Ça m'a permis de voir que la ville est en expansion. Donc, il y a plein de stations de métro en construction présentement. Et ça, c'est un mur de chantier de stations de métro, donc qui est très amusant, qui est très participatif. Fait que ça m'a donné, en fait, des cues, ça m'a donné des indices à savoir qu'est-ce qui se passe présentement, puis comment la vie à Copenhague, pourquoi on dit que ce sont les gens les plus heureux au monde, pourquoi? Entre autres, le marché ici, le public, qui est en construction quand j'étais là-bas, que là, il était terminé. Ben, finalement, c'est un lieu qui est vraiment, vraiment super animé. C'est un lieu où est-ce qu'il y a tout le temps des gens, c'est des locaux, c'est des touristes, tout le monde se rencontre là. En fait, il y a 2 bâtiments, il y a un entre-deux où est-ce qu'il contient toutes les personnes. Donc, ça, je trouvais ça très intéressant. Comprendre la culture danoise, c'est 5 à 7. Quand il fait beau dehors, la vie explose. Tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce un artiste en ville? Non, il fait juste beau, puis les gens en profitent. Et je suis tombé par hasard aussi sur des petits parcs comme celui-là, qui sont des parcs pour enfants, pour essayer d'apprendre à se civiliser en vélo. Et donc, je trouve ça super, j'ai trouvé ça super vraiment de tomber là-dessus par hasard. Les vélos comme une voiture. Puis, en fait, moi-même, j'ai retrouvé mon vélo, puis ça m'a vraiment renoué, ça m'a motivé. Puis là, j'étais prêt pour entrer chez Gueule Architects. J'étais prêt à appliquer ou essayer de recréer cette vie-là dans des projets un peu partout dans le monde. Donc là, j'arrive, première journée, je m'installe, j'ouvre la porte, en fait, en même temps que Carlotta, qui est devenue une très bonne amie, une de mes meilleures amies, une Argentine qui est semi-danoise, demi-argentine, qui parle danois, espagnol, français, anglais. Elle me dit « Ah, tu parles français? » « Oui. » Fait que là, on est comme connectés tout de suite, tous les deux. On arrive en haut, on ouvre la porte. C'est sa première journée aussi, c'est ma première journée. On arrive, on voit Yann Gueule qui arrive en vélo. Il a 86 ans. Il ouvre son Mac, il fait son PowerPoint pour la présentation qu'il a à faire à Paris la semaine d'après. Donc, tu rencontres aussi d'autres, tous tes collègues qui sont des collègues d'un peu partout à travers le monde, qui ont un background qui est tout à fait différent que le tien. C'est des architectes, des planificateurs urbains. Il y a des sociologues aussi, chose qu'on voit rarement dans les bureaux. Des architectes paysagers, parce qu'on travaille beaucoup plus en paysage aussi. Donc, tout ça fait que,
Ah, puis aussi, tu entends parler 5 ou 8 langues autour de toi, fait que tu sais plus qui te parle quand, comment. Fait que ça aussi, cette adaptation-là du premier mois était quand même notable. Et tout le monde mange ensemble aussi. Le dîner est fourni, tout le monde mange ensemble. Ben, Yann s'assoit à côté de moi, puis on se met à parler ensemble. Puis c'est un peu gênant parce que c'est un peu le maître de la conception de ville à l'échelle humaine, puis tu sais pas trop quoi dire. Puis il dit « OK, t'es nouveau? » Je dis « Oui, j'ai remporté le prix de Rome. » On lui dit « Ta mère, elle doit vraiment être contente. » Donc, j'aimerais, entre autres, vous expliquer un peu comment Gale Architects a réussi à se construire. Yann, en fait, a été formé, j'appelle Yann, mais M. Gale a été formé dans l'époque moderne. Donc, dans l'époque moderniste, où est-ce qu'on planifiait la ville de haut, où est-ce qu'il y avait des bâtiments très droits, très distancés l'un de l'autre. Et sa conjointe, en fait, qui est psychologue, Ingrid, lui disait, est-ce que vous considérez les gens en architecture? Comment est-ce qu'ils sont là? Ça ne semble pas être le cas. Donc, pourquoi ils n'ont pas d'intérêt là-dedans? Fait que ça a vraiment semé un doute dans le questionnement de Yann, et puis il se disait, c'est vrai, c'est une bonne question. Donc, il a appliqué pour une bourse, ils sont partis en Italie ensemble pour aller observer les gens dans l'espace public, principalement à Venise, entre autres. Puis ils sont allés voir comment les gens ils s'approprient l'espace public. Est-ce qu'ils se tiennent au milieu, au centre, ils se tiennent aux abords des espaces publics, est-ce qu'ils sont assis au sol, etc. Donc, essayer de voir toutes les interactions entre les gens pour comprendre. Parce que Yann, il dit souvent en conférence, il dit, on connaît mieux l'environnement d'un tigre que l'environnement que l'humain a besoin. On connaît mieux ces facteurs-là que les nôtres. Donc, je trouve ça intéressant. Puis c'est ces études-là qu'il a mis en place à l'Académie des Beaux-Arts à Copenhague pendant 35 ans. Puis après, à 68 ans, il a commencé Gale Architects en 2000. Avec Helle, qui était une de ses étudiantes, qui est maintenant la présidente de l'entreprise, qui a dit, là, Yann, il faut mettre en pratique toutes ces études-là, il faut absolument faire changer le monde, il faut absolument changer les choses. Donc, ça fait 15 ans que ça existe. Yann Gale est toujours là au bureau, il vient 2 à 3 fois par semaine, donc en fait, c'est un modèle, je dirais, j'espérais travailler aussi longtemps que lui, puis être aussi en forme. Présentement, Gale Architects a des bureaux à Copenhague, mais il y en a aussi à San Francisco et à New York, qui sont un peu des satellites, parce que, en fait, ils travaillent un peu partout dans le monde, mais en Amérique, ils ont besoin d'être plus proches, ils ont besoin d'être là, d'avoir des bureaux sur place, et entre autres pour attaquer le marché de l'Amérique latine et canadien, bien entendu. Donc, dans leur service, en fait, il y a une panoplie là, de services. Bien entendu, il y a la recherche là, vraiment intégrale de Yann Gale qui a développé, mais ça se traduit à travers la conception de place publique, ça se traduit à travers des stratégies, des analyses très, vraiment au niveau stratégique, là, avant que les architectes puissent travailler sur les projets. Maintenant, il y a beaucoup plus de master plan, de plans d'ensemble, d'habitation avec les promoteurs, stratégie de mobilité aussi. Puis là, on teste de plus en plus, puis principalement en Amérique du Nord, Amérique du Sud, des projets pilotes pour voir si ça fonctionne avant d'investir là-dedans. Donc, cette méthodologie, cette fameuse méthodologie PSPL, qui est Public Space, Public Life Survey, en fait, elle a été vraiment développée pendant de longues années. Et entre autres, il y a une technique bien simple pour calculer les gens qui permet en fait de compter, de regarder les traces naturelles des gens, cartographier les choses, cartographier les places publiques, les sièges sont où, cartographier vraiment les éléments, une fontaine avec un rebord sur lequel on peut s'asseoir de façon informelle, ensuite de ça, tracer le parcours des gens pour comprendre le flux, faire des tests de marche pour voir est-ce qu'il y a trop d'attente ou pas assez d'attente pour aligner ou synchroniser les choses, etc., qui se traduisent physiquement, en fait, sur des intersections bien précises. Il y a des choses qu'on regarde pour faire ces tests-là, ces sondages-là, pour comprendre où est-ce que les gens marchent, où est-ce que les gens y passent leur temps, quel est le type d'activité que les gens font. Et en fait, c'est calculé le matin, le soir, la semaine, puis le week-end. Puis ça permet de voir, comme sur les graphiques que je montre là, ça permet de voir le flux de gens qu'il y a à travers la journée, et en fait,
les intersections aussi, où est-ce qu'il y a le plus de gens, donc où intervenir comme architecte après, où est-ce qu'il faut mettre l'énergie. Est-ce que, par exemple, à l'heure de pointe, de fin de journée, le trottoir où la place est assez grande pour accueillir ce flux de gens-là, etc. Et l'autre portion est aussi au niveau du type d'activité stationnaire qu'on peut faire. Et parce que ces types d'activités-là permettent aux gens de rester dans l'espace public. Parce que c'est bien beau de dire, oui, il y a des gens qui passent, mais les gens attirent les gens, puis on veut amener les gens à rester parce que c'est là que la vie se crée, puis c'est là que ça devient super intéressant. Donc, tous les types d'activités qu'il peut avoir dans les places publiques. Et finalement, les 12 critères de qualité qui ont été élaborés, des critères de qualité physique au niveau de la protection du confort et aussi du plaisir d'être dans l'espace public. Entre autres, est-ce que l'environnement est à échelle humaine? Est-ce que l'environnement crée des sens, une expérience? Est-ce que, par exemple, il y a un microclimat agréable, etc. Donc, ces critères de qualité-là sont très détaillés pour permettre, en fait, de vraiment détailler les choses. Chez Gale Architects, c'est 3 équipes de travail, le Design Team, le Cities Team, puis le Culture and Communication. Et en fait, moi, j'ai travaillé dans ces 3 équipes-là, chose qui est quand même pas normale, là. Donc, le Design Team, en premier lieu, ils font des projets beaucoup plus construits, donc place publique, plan d'ensemble avec les promoteurs pour de l'habitation, tester des projets pilotes, etc. Le Cities Team, c'est vraiment au niveau stratégique. Donc là, on vient vraiment faire la stratégie PSPL, comme je viens d'expliquer. Ça peut être vraiment très, très large comme champ là, de projet, autant développer la vision pour Moscou que pour développer la place principale à Sydney, ou bien juste faire une étude de l'espace public sur le waterfront de Shanghai, par exemple. Et le Culture and Communication, en fait, c'est toute la culture de l'entreprise. C'est vraiment les workshops, tout ce qui est conférences, les invités qui vont recevoir à l'interne, toute la recherche que Yann faisait à l'université, que là maintenant, lui qui est plus professeur, il le fait à l'interne. Et c'est aussi toute cette culture-là qui vendent à l'étranger, qui reçoivent aussi des revenus par rapport à ça. Et des publications de livres aussi. Publications de beaucoup de livres, dont entre autres un sur lequel j'ai travaillé qui va sortir bientôt sur la densité. Donc ça, je pense que ça va être super intéressant. Et cette opportunité du prix de Rome m'a permis de faire l'inventaire de ces 3 équipes-là. Puis je dis, ce qui n'est pas normal parce que, en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'est vraiment me donner l'inventaire total de toute l'entreprise pour revenir le plus, je dirais, avec le plus d'outils. Et nécessairement, malgré que tout ça ait l'air très structuré, ça reste que c'est une équipe qui est très humaine. Une équipe, comme je le dis dans le vidéo, dans le film, je me sentais comme dans une maison parce que malgré qu'on soit une 50aine, on partage tous la même philosophie, on croit tous dans la même chose et ça fait qu'on a des FICA qu'on appelle, donc c'est des collations de fin de journée quand c'est les anniversaires de tout le monde ou il y a des conférences pour le dîner, tout le monde dîne ensemble et Yann, Gale, en fait, essaie aussi de faire plusieurs conférences le midi pour toujours que cette culture reste à travers tout le monde. Et c'est surtout ce partage de connaissances-là qui est vraiment mis de l'avant dans cette famille Gale. Donc, les projets. Il y a 2 projets que je vais vous montrer aujourd'hui. Entre autres, lui à Brasilia, puis l'autre à New York. C'est 2 projets qui sont complètement différents. Un qui est au niveau plan d'ensemble et l'autre qui est au niveau plus stratégique d'analyse de place publique. Donc, le premier, Sobradinho, au Brésil, qui est la banlieue de Brasilia. Juste pour vous donner une idée, le plan masse que vous voyez là, c'est 2 fois Lower Manhattan à New York. Donc, c'est la portion d'île au sud, là, 2 fois. Donc, juste cette idée de comprendre l'échelle au début, c'était quelque chose pour un quartier d'habitation où est-ce que les gens peuvent travailler et habiter. C'est un projet qui se fait sur les 25 prochaines années. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est aussi tout le phasage qui devait se faire à travers le temps. Et première chose qu'on dit, est-ce que vous voyez des pointillés de couleur, c'est il faut planter des arbres. Première chose, parce que lorsqu'il va être le temps de faire la phase 8, les arbres seront matures et le milieu de vie sera déjà adéquat
pour bâtir un quartier d'habitation, par exemple, au bout complètement, ou etc. Et, entre autres, ces rangées de couleurs-là montrent aussi la hiérarchie des rues entre le plus public intense jusqu'au plus résidentiel, le plus privé. Donc, on a développé ces rues-là, on a développé aussi les largeurs nécessaires pour que, par exemple, dans une rue piétonne comme celle-là, l'activité du rez-de-chaussée puisse déborder complètement sur la rue, mais qu'il y a assez d'espace pour pas que ça crée d'obstacles pour les piétons. Ça permet aussi d'insérer des arbres, d'aligner tous les bancs, les luminaires, etc., de façon aussi à ce que ça crée un environnement qui est, je dirais, adéquat pour le climat, parce qu'on est quand même au Brésil, on veut que ça soit assez tempéré grâce aux arbres, etc. Et d'avoir aussi des bâtiments qui, aux étages, sont en retrait pour avoir un impact moins important sur la rue, pour que ça soit plus à l'échelle du piéton, etc. D'autres rues plus standards, où est-ce qu'on insérait quand même des lignes à vélo, on essayait quand même de montrer toute l'importance que ça a, et aussi d'avoir, comme je disais, une pensée quand même bioclimatique du Brésil, d'avoir des balcons qui sont ventilés, amener de l'air frais, etc. Donc, c'était quand même, je dirais aussi, quelque chose de nouveau pour moi de travailler dans l'hémisphère sud, où est-ce que le soleil est au nord et que les saisons sont inversées. Ça m'a pris quelques jours là, avant de m'y faire. Puis comme c'est un quartier énorme, nécessairement, il fallait développer des blocs, des typologies qui étaient aussi très variées, qui voulaient répondre aux différents types d'activités, que ce soit mixte, que ce soit résidentiel, que ce soit commercial, de bureaux, etc. Et chaque parcelle ou chaque îlot faisait 100 mètres par 100 mètres, qui était subdivisé en 4 ou en 2, et qui était resubdivisé par des petites rues internes comme qu'on voit là. Donc, il y a quand même une progression importante, je dirais, d'échelle pour avoir le grain le plus fin possible de bâtiment. Et cette typologie de blocs qu'on retrouve dans la coupe ici, qui est assez futée, là, je trouve, là, parce que si on prend de gauche à droite, il y a les commerces de rez-de-chaussée sur la rue. Derrière, il y a les stationnements souterrains, sur lesquels il y a une cour intérieure pour les logements qui sont au-dessus. Donc, les logements qui sont à l'étage, qui sont très privés, ou du moins qui ont une intimité par rapport à la rue, donnent directement sur la cour en arrière. Et il y a l'habitation au-dessus de ça. Et de l'autre côté, la rue qui est le plus à droite, c'est une rue résidentielle, une ruelle. Puis, il n'y a pas de commerce au rez-de-chaussée parce qu'il faut les concentrer, bien entendu, aux bons endroits. Donc, les logements, ils sont 1,5 mètres au niveau de la rue. Donc, il y a de l'intimité et tout ça. Donc, et aussi, vu que la rue est plus petite, la hauteur de bâtiment est plus petite aussi. Donc, on donnait toutes ces lignes directrices-là pour le promoteur qui puisse développer quelque chose d'intéressant avec tous les accès d'entrée, etc. Puis même, je reprendrai l'exemple du logement qui est du côté de la petite ruelle. Il y a 1,5 étages à cause du stationnement. Donc, il faut quand même réfléchir à la typologie de logement, malgré qu'on travaille vraiment au niveau stratégique. Mais ça donne les règles à suivre pour les architectes qui vont travailler sur le dossier après. Ça donne aussi les normes d'accès par rapport aux cours intérieures, que les cours soient ventilés aussi, que le vent entre dans la piscine, rafraîchit tout l'intérieur de la cour. Aussi, les entrées indépendantes pour les logements, des entrées qu'on essayait le plus d'avoir des cages escaliers qui divisent des appartements traversants, pas d'avoir des corridors communs, surtout dans un climat aussi chaud que celui-là. Et, entre autres, on travaillait sur les façades, essayer de les avoir le plus minces possible, de façon à ce que le rythme t'accompagne tout au long de la marche ou de l'expérience piétonne. Et enfin, ça donnait 9 règles qui pouvaient être imprimées sur une 8,5-11 pour le promoteur, 9 règles résumées, je dirais, là, pour développer le quartier. Donc, ça paraît quand même simple pour un promoteur d'arriver à dire, bon, j'ai 9 règles, ok, parfait, je m'en vais avec ça, puis on construit pour les 25 prochaines années. Le deuxième projet, c'est celui de New York, que la plupart d'entre vous connaissez peut-être, qui est Times Square, qui au début était vraiment un espace qui est donné
aux voitures, que tout à coup, en faisant un projet pilote, a transformé complètement la façon de l'habiter. Le projet pilote s'est fait la nuit, on peinturait au sol, puis le lendemain matin, il y avait du mobilier, puis les gens se l'ont approprié, puis ça a fonctionné là, dès le premier jour. Donc celui-là, je pense que depuis 2009, a évolué, et maintenant, c'est rendu une place permanente. Donc on l'a testé, puis on a vu que ça fonctionnait, puis on l'a mis de façon permanente. Mais ce que je veux vous parler, c'est qu'il y en a eu d'autres places publiques comme celui-là, des places publiques temporaires. Puis le mandat sur ce projet-là, c'était plutôt de voir, après 5 ans, parce que c'est en 2009 qui ont été implantés, comment les gens s'approprient l'espace public, comment ils réagissent dans ces espaces temporaires-là, est-ce que c'est apprécié ou non, quel est le groupe d'âge qui utilise ces places publiques-là, est-ce que ça a augmenté le sentiment de sécurité aussi dans certains quartiers, parce que là, je vous montre Flatiron qui est à l'endroit où est-ce qu'il y a Broadway, puis le bâtiment rond qu'on connaît, là, qui est très très mince, mais il y en a dans des quartiers plus défavorisés aussi qui ont été installés, et oui, le sentiment de sécurité augmente. En fait, le sentiment de sécurité augmente, comme je disais. Les gens se sentent vraiment connectés à cette place-là. Ils sentent vraiment un sentiment d'appartenance, puis ils disent que c'est leur place à eux. Donc ça, je trouve que c'était quand même intéressant. Puis c'était une étude pour voir est-ce qu'il y a un impact positif d'avoir mis cette place publique-là, qui n'a rien coûté, il faut se le dire, là, ou presque rien, pour après mettre en place des places publiques permanentes. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aussi à New York, avant, les gens désertaient la ville pour habiter, puis là, maintenant, tout le monde revient également. Alors, j'ai mis 2 places publiques, Flatiron en haut, puis Meatpacking dans le bas, qui montrent comment la méthode PSPL peut aider à avoir des arguments solides aussi pour montrer comment les gens y investissent l'espace public pour qu'après, dans un design d'espace public, tu puisses considérer ça. Par exemple, Flatiron, les gens, ils sont majoritairement debout la semaine, puis la fin de semaine, ils sont assis. Donc, tu te dis, c'est vrai que les gens, la fin de semaine, veulent plus relaxer, mais tu te dis, on regarde aussi l'autre graphique, les 2 barres verticales, tu te dis, il y a plus de gens la fin de semaine qu'il y en a la semaine, mais comme c'est un quartier de business, un quartier d'affaires, tu t'attendrais à l'inverse. Ça donne plus mort la fin de semaine. Mais comme c'est tellement apprécié, les gens reviennent, etc. Et il y a aussi toute l'évaluation de critères de qualité aussi qui s'est fait par rapport à ça. Même chose pour Meatpacking, mais ce qu'on se rend compte que les gens sont plus debout à Meatpacking parce que les gens vont là en fin de journée pour le 5 à 7. Et il y a le lien aussi de la façade. C'est quoi l'usage qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est un usage commercial ou c'est plutôt un parc? Donc, oui, bien entendu, il y avait plus d'interaction avec la façade, donc les gens étaient debout. Il y a Herald Square aussi qui a été fait de la même sorte, qui fonctionne vraiment très bien. Et Broadway et 17e, que dans ce cas-ci, puis c'est ce qu'on tente de faire aussi dans chacun ce qu'on tentait de faire dans chacun des projets, c'est de resserrer l'espace de façon à donner plus d'espace pour les gens, plus d'espace pour avoir des lignes de vélo qui sont protégées des voitures, mais élargir les coins aussi pour le donner aux gens. Et quand on fait ça, plutôt qu'avoir le grand rayon de braquage de voitures comme on connaît, ça permet, ça c'est un exemple de Copenhague, mais de créer des lieux, des micro-lieux qui sont propices à avoir un verre de fin de journée ou un café qui n'aurait pas eu lieu si le trottoir ne s'était pas prolongé au rayon le plus petit possible pour les voitures. Et je pense qu'un genre d'étude comme ça pourrait s'appliquer sur les conceptions de places publiques en général. Je prends par exemple Place Diouville, mais ce serait intéressant, puis même assez facile d'observer comment les gens réagissent dans cet espace-là, quels sont les flux de transport piétons, est-ce que les gens utilisent vraiment les marches pour s'asseoir ou non, les kiosques, est-ce qu'ils sont utiles ou non, puis essayer des projets pilotes aussi, donc pourquoi pas peinturer, pourquoi pas tester des choses. Puis je pense qu'une méthode très détaillée comme le PSPL peut montrer des choses, puis avoir des arguments pour ça. Les voyages de recherche. Donc, bien entendu, Copenhague était quand même mon terrain de jeu de tous les jours, mais il y a eu Hambourg aussi. Je vais vous parler de Malmö et de Stockholm. Donc, premièrement, Copenhague, bien entendu, la ville vélo, là où est-ce qu'il fait bon vivre, que les activités
les places publiques sont très présentes, etc. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain parce que ça s'est fait sur un cycle des 20 ans qu'on appelle. Donc, de 60 à 80, c'était les rues piétonnes. En 1963, Stroll a été la première rue piétonne, une des premières rues piétonnes à apparaître, puis avant, qui était un espace dédié aux voitures. Là. Et en 63, ils ont mis en place rue piétonne de façon permanente. Et les gens, au début, le Illinois se disaient, bon, on n'est pas italien, là, on vivra pas dans l'espace public, il fait froid ici, on est scandinave, etc. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Là, la carte est noir et blanc, je comprends pas, mais bref, ce qui est foncé montre tous les liens piétons qui existent en ville présentement. Et c'est pas juste l'idée de dire on a une rue piétonne. C'est vraiment dire comment elle est connectée, cette rue piétonne-là. Entre autres, là, on voit pas très bien, là, mais de la station centrale, la gare centrale, c'est une rue piétonne qui est liée à Stroll, qui, elle, est une rue piétonne de 12 mètres de large, donc qui est propice aussi pour être piétonne, parce que c'est comme dans un mail de centre d'achat, on peut passer d'une façade à l'autre sans problème, à cause de sa dimension. Ensuite, toute la rive du canal principal au milieu de la carte, c'est des espaces publics qui sont en continu. Puis là, même quand il y a des obstructions, ils créent des ponts piétons pour être capables de traverser, puis pas obligé de faire un détour. Donc, peu à peu, ça se transforme et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il y a cette piscine-là que je veux montrer aussi dans cet esprit que les espaces publics sont continus le long de l'eau, de Big, que tout le monde, ou la plupart peut-être connaissez, qui fonctionne vraiment bien orienté. Moi, j'allais là me baigner le matin avec des collègues avant d'aller travailler. En termes de qualité de vie, là, c'est quand même impressionnant. En fin de journée, le soleil arrive au bon endroit pour aussi se baigner le plus tard possible. Mais de l'autre côté, sur l'autre rive, juste en face, c'était les banques, les sièges sociaux, des bureaux, où est-ce que les rez-de-chaussée n'étaient pas très animés. Finalement, c'est un côté qui est très drabe et qui ne fonctionne pas du tout. Mais là, la ville s'est dit, OK, ouais, on a manqué notre coup sur celle-là, ben on va essayer de l'améliorer. Donc, malgré que c'était tout neuf, ils ont refait une deuxième séquence d'activités de baignade. On pourrait dire, c'est la même activité que de l'autre côté de la rue, mais par contre, ça a été fait autrement. C'est plus amusant aussi à cause c'est des passerelles. À vélo, on peut aller dessus aussi si on veut s'aventurer. Il y a des niveaux de plateau, les gens peuvent plonger. Donc, quand même, je trouve que cette détermination à essayer de faire bien, je trouve que c'est un bon exemple pour ça. De 80 à 2000, il y a eu la culture des cafés. Donc, une fois qu'on commençait à avoir des rues piétonnes qui étaient aussi plus en asphalte, mais qui étaient rendues en dallage, la culture des cafés s'est installée. Donc, vraiment d'avoir l'espace public, l'activité intérieure qui déborde sur l'espace public est apparue, des micro-espaces pour discuter, avoir des interactions entre les gens, et après aussi développer cette culture que, dans le fond, on peut boire, on peut prendre un café dans l'espace public un peu partout, donc ça déborde même les façades, ça va jusqu'aux places elles-mêmes. Et enfin, de 2000 à aujourd'hui, c'est les terrains de jeu ou les parcs, pas les parcs d'amusement, mais les parcs où est-ce qu'on peut jouer là, comme terrain de jeu. Et ils prennent vraiment des lieux spécifiques dans la ville pour que les gens puissent s'amuser dans l'espace public. Donc, les enfants peuvent habiter en ville et aller à la place au parc, même si on est en ville. Celui-là, c'est Israël-Platz. C'est une des dernières places qui a été inaugurée, qui est en lien avec un parc très beau et qui connecte aussi avec le marché là, dans le coin en bas. Israël-Platz, c'est la place blanche là, qu'on voit là, qui est en fait un stationnement souterrain sur lequel on a mis une place publique par-dessus, avec des gradins, parce qu'on s'est rendu compte que les Danois passent beaucoup de temps à l'extérieur après le travail. Donc, l'Ouest arrive très bien à l'endroit de ces gradins-là. Il y a des zones aussi pour les enfants où est-ce qu'ils peuvent faire le skateboard, puis la trottinette qui est très à la mode aussi, basketball, etc. Et c'est juste des petits détails, mais le fait que la bordure soit un peu inclinée, ben on peut s'étendre, c'est confortable, on peut même faire la sieste si on veut à cet endroit-là. Il y a aussi Superkilen, que ça fait quelques années maintenant qui a été inauguré, qui est une énorme, je dirais, bande dans la ville, que parfois c'est rouge, parfois elle est toute noire, puis parfois elle est toute verte. Donc ce parc-là, il est aussi notable dans cette série là, de places publiques dans le 20 ans.
Et à travers le temps, c'est sûr que la ville de Copenhague s'est inspirée beaucoup de la philosophie de Jan Gehl, autant pour la mise sur place des petites choses comme les trottoirs, améliorer les rues cyclables, mais aussi sur les politiques nationales d'architecture, mettre les gens d'abord, les gens comme priorité. Puis ça, je pense que ça fait juste montrer l'importance de son travail au cours des 60 dernières années. Puis c'est un peu infini, là, parce que en fait, ils veulent devenir la meilleure ville au monde, ils ont des plans de mobilité, zéro carbone en 2025, etc. Donc, il y a les visions qui sont là, qui sont publiques et qui sont sorties. Et dans cet esprit-là, on ne fait pas juste développer la ville, les espaces publics, on développe aussi des quartiers d'habitation, entre autres Sluis de Holmen, qui est dans le port, qui étaient des friches industrielles, là, comme on en connaît aussi ici. Donc, on a complètement décontaminé les sols, on a créé des canaux pour que ce soit vraiment en lien avec l'eau, et on a développé dans celui-là la typologie du bloc, que je vous ai un peu parlé dans le projet de Brasilia un peu avant. Mais la typologie du bloc, ce qui est assez, je dirais, une de ses principales qualités, c'est la cour intérieure. Parce qu'on peut jouer dans la cour, ça devient notre cour arrière, comme on peut connaître avec une maison typique. Les cours sont grandes, ils ont des formes variées par rapport à l'angle des blocs. On peut jouer au milieu, mais il y a aussi une bande de bordure où est-ce que les terrasses débordent des logements, donc ça crée de l'intimité. On ne voit pas tout de suite dans l'intérieur des logements qui sont au rez-de-chaussée. Et les gens s'approprient ces lieux de terrasse-là. Et entrer dans cette idée d'interaction entre les gens qui jouent au milieu de la place ou bien sur le bord, c'est assez intéressant. L'accès à cette typologie-là, c'est intéressant parce qu'on monte un demi-niveau, on arrive sur la cour, on descend un demi, c'est un stationnement, mais qui n'est pas chauffé, c'est un stationnement à air ouverte. Et parfois, les accès sont aussi piétons, comme celui-là. Et il y a une certaine intimité qui se crée du fait que ça soit plus haut, un demi-niveau au-dessus. Les gens ne s'aventurent pas là parce qu'ils savent que c'est privé. Mais par contre, dans le projet du Brésil qu'on a montré, il fallait mettre des clôtures au niveau de la sécurité. Là, on est au Danemark dans des conditions différentes, mais ça reste que c'est assez fluide, puis on sait qu'on n'a pas d'affaires là, malgré qu'on soit un étranger puis que ce soit public, là. Il y a aussi le travail des façades qui sont très minces, la rue aussi qui est courte pour toujours avoir une perspective différente, puis voir un nouveau bâtiment, pas toujours avoir la même perspective devant nous. Et de l'autre côté du bloc, où est-ce que les bâtiments sont francs dans l'eau, où est-ce qu'on peut sortir et partir travailler en kayak le matin. Et au niveau des accès aussi, c'est des logements qui sont traversants uniquement. C'est la loi au Danemark d'avoir des logements traversants. Non seulement parce qu'ils doivent être ventilés naturellement, les Danois ouvrent les fenêtres constamment pour brasser l'air, même en plein hiver, et aussi pour avoir de la lumière, parce qu'en hiver, il n'y en a pas beaucoup. Donc, avoir des lumières des deux côtés, puis aussi la réflexion de la cour apporte beaucoup de lumière quand même dans les logements. Et l'accès, comme je disais, en fait, ça divise seulement à chaque niveau, à chaque palier, ça divise sur chaque côté un logement. Il n'y a pas de corridor commun. Donc, il y a des cages escaliers à tous les deux logements. Puis en termes de densité, c'est nettement supérieur à ce qu'on connaît ici à Québec. C'est pratiquement 3 fois le quartier Saint-Jean-Baptiste, qui est notre quartier le plus dense. Mais on ne sent pas du tout cette densité ou de compression. Donc, je pense que c'est important de comprendre que la densité, c'est pas négatif, c'est juste une façon d'aménager les choses pour que ça soit, qu'on puisse permettre de rendre le plus de logements possible dans un lieu. Un contre-exemple, par contre, que j'aimerais vous donner, on dit que Copenhague, c'est l'exemple parfait, mais il y a Ørested, qui est en fait une bande dans l'île du sud de Copenhague, qui est sur l'île la plus balayée par les vents parce qu'il n'y a pas d'arbres, la mer est tout près, puis comme le niveau général du Danemark est plus bas que le niveau de la mer, ça se fait balayer, là, mais beaucoup. Ce qui fait que, malgré qu'il y a eu un gros souci de design, parce qu'on connaît tous les bâtiments de Big, par exemple, avec le 8 ou le Mountain Dwelling, où ils sont tous un en arrière de l'autre, sur cette grande bande-là. Et malgré qu'il y a un souci quand même assez fort de design, on a manqué notre coup, entre guillemets, sur celle-là parce que les espaces entre les bâtiments sont trop larges, sont même trop hauts aussi, il y a beaucoup de tours.
l'environnement climatique de base n'aide pas, mais les tours aussi créent vraiment des tours de vent extraordinaires. Et le métro qui arrive là, le quartier a été développé comme quoi c'était à 5 minutes du centre-ville pour faire les courses de métro. Mais c'est vrai que c'est pas très loin, mais ça crée quand même une cicatrice. Donc, dans cette idée que Copenhague assume ses torts et essaie de refaire toujours mieux, il y a un concours qui a été lancé, puis c'est Stephen Hall qui le fait, c'est de redensifier en fait l'espace entre les bâtiments pour créer des zones plus petites, créer des microclimats, et on voit par les bâtiments en jaune qu'il y a une plus petite échelle, surtout dans la bande en haut, là, il recrée une plus petite échelle de bâtiments à 2 ou 3 étages derrière des bâtiments plus cossus, plus hauts, pour amener l'échelle du piéton au niveau de la rue. Mon premier voyage de recherche était à Fun City, à Hambourg, en Allemagne. Fun City, c'est vraiment une ville portuaire. C'est la ville la plus riche en Allemagne. C'est la deuxième plus grosse ville de l'Allemagne après Berlin. Et c'est un quartier qui a été fait vraiment avec de hauts standards, avec des concours de master plan, des concours pour l'architecture. Chaque îlot même demandait un concours. Et le promoteur devait, avant de faire l'achat du terrain, devait prouver que son bâtiment allait être durable et avoir des intentions bioclimatiques. Donc, quand même, il y a tout le processus d'honoraire, etc., à faire avant d'arriver à dire « ça marche ou non, je peux l'acheter ». Donc, c'est sûr que le résultat est bien après ça, là. Il n'y a pas de doute. Et je me suis amusé, entre guillemets, j'ai fait la méthode de PSPL pour essayer de comprendre cette interaction-là entre les gens, comprendre la méthode, et on peut voir les points rouges, c'est les gens. On discerne peut-être moins bien, mais les ronds, c'est sûr, c'est les activités assises, les triangles, c'est les gens qui se tiennent debout. Puis on se rend compte que les gens s'assoient où est-ce qu'il y a les bancs, puis les gens débordent sur l'espace public où est-ce qu'il y a les cafés, mais rarement dans ce lieu-là, les gens vont s'asseoir sur les marches ou sur des sièges qui sont un peu secondaires. Puis les gens se tiennent debout aussi, on peut voir le long du bloc au milieu, ils se tiennent le long des façades, parce que les façades sont transparentes, ils magasinent, ils regardent, donc le lèche-vitrine aussi, ça c'est intéressant parce que les gens attirent les gens, comme je dis, puis on regarde, puis c'est assez intéressant. Et aussi, il y a le calcul des flux, comment les gens se déambulent dans l'espace public, puis on se rend compte que les gens frôlent beaucoup aussi les façades, ils frôlent les gens, etc. Donc ça aussi, c'est assez intéressant de comprendre ça. Et qu'on est vraiment intuitivement incité à suivre le pavé au sol, c'est ce que je me suis rendu compte. Puis même, je l'ai essayé moi-même, c'est dur d'en déroger. Tu essaies d'aller dans l'autre, puis tu te sens un peu, je sais pas, là, hors norme, là, tu sais. Donc, c'est fou comment le pattern au sol dicte aussi notre passage. Je trouve que c'est assez bien fait parce qu'il crée aussi des poches entre les bâtiments pour que le soleil puisse entrer, qu'il y ait des activités aussi intéressantes. C'est un petit angle dans la façade, mais qui est parfois dans nos alignements parfaits, on aime moins comme architecte, mais qui crée la vie au rez-de-chaussée. Puis, je trouve que c'est ça qui est important à la base, là. Donc, voilà. Il y a aussi les bancs, ils ont des arbres inclus pour amener un microclimat, avoir des zones plus tempérées. Mais comme c'est un milieu à risque pour l'inondation, il y a beaucoup de barrières. Donc ça, je trouve que c'est quand même dommage dans un sens parce qu'il y a moins de fluidité puis il y a un rapport à l'eau qui est moins important. Il y a beaucoup aussi de façades aveugles comme ceux-là parce que tous les stationnements sont en rez-de-chaussée pour éviter qu'il y ait d'inondation. Et un autre point négatif dans mes entrevues qui disait le centre d'architecture, c'est que c'est tellement de qualité que c'est que les gens fortunés qui habitent là et donc même ceux c'est juste un pied à terre. Les gens n'habitent pas dans Fun City malheureusement. Les gens vont travailler le jour, partent le soir, puis ça devient une cité dortoir un peu en fin de journée. Donc il n'y a pas de variété de typologie d'habitation pour avoir une ville pour tous. Borough One, j'attire votre attention sur ce projet-là parce que c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un projet aussi qu'on utilisait beaucoup chez Gehl Architects pour expliquer des principes qui fonctionnent assez bien. Borough One, c'est une abréviation qui veut dire Exposition d'habitation 2001. C'est une exposition européenne qui a eu lieu et ça devait être prêt pour 2001 et ça a été prêt. C'est un quartier qui est face à la mer, donc
avec un peu plus d'amplitude, mais c'est comme si c'était Lévis pour Québec. C'est en Suède, c'est juste l'autre côté de Copenhague, en fait. Et c'est un quartier face à la mer, comme ça, donc qualité déjà à la base assez intéressante. Mais comme Sluis-Holmen que j'ai mentionné plus tôt, c'est un quartier portuaire qui redonne aux gens pour habiter, travailler, etc. Et Bowen, c'est une petite partie de ça qui est face à la mer, la partie à gauche. L'espace public est vraiment de qualité. Il y a des zones vraiment plus contemplatives, puis il y a des zones aussi qui sont plus participatives, donc vraiment plusieurs accès à l'eau, se baigner. J'avais des collègues qui habitaient aussi à Malmö. Beaucoup de gens habitent à Malmö, ils traversent à Copenhague, c'est à 30 minutes de train. Ils se baignaient le matin, été comme hiver, puis en revenant le soir après travailler. Donc dans cette qualité de vie, de pouvoir se baigner en milieu, je dirais pas urbain, mais milieu dense, c'est quand même intéressant. Et encore une fois, ce projet-là a fait preuve de plusieurs concours d'architecture pour les parcelles, aussi plusieurs promoteurs. Par, je dirais, îlot, il y a peut-être 2 architectes qui travaillaient sur les projets, de sorte à créer une certaine variété architecturale, variété de matériaux aussi, une variété de matérialité. Comme on peut peut-être comprendre, c'est le projet aussi en 2 îlots, un plus petit, un plus gros, un qui est plus près de la rive, l'autre plus en recul, donc 2 expériences différentes. Et il est en recul parce qu'il y a un parc vert, donc on peut pratiquer des activités sportives à cet endroit-là. Mais ce que je trouve assez futé, c'est que c'est un grid très droit qu'on a juste shaké un petit peu pour créer toute la qualité à l'intérieur de ces lieux d'habitation-là. Donc, au lieu d'avoir des allées, des avenues très droites, on vient transformer, on vient d'avoir des jonctions qui sont beaucoup plus minces aux extrémités et plus larges à l'intérieur du quartier, et donc créer une vie, créer des places publiques semi-privées, semi-publiques, et qui créent des seuils entre l'espace public et l'espace privé. Et ce petit shakeage-là, si je peux dire comme ça, on le voit bien dans la vue aérienne ici. Et constructivement, c'est pas plus difficile. C'est un îlot carré qu'on a juste tourné. Donc, les bâtiments sont droits. C'est juste qu'il y a un peu plus, c'est l'espace public qui est en diagonale ou en petit triangle, autrement dit. Et en termes de densité, bien, ça se rapproche principalement à ce qu'on a ici dans les quartiers de Québec. Donc, pas plus que 3 étages pour achever une densité comme celle-là. Et perméabilité et qualité, en fait, plus que c'est petit, plus que la qualité augmente. Parce que plus que les bâtiments sont hauts, plus qu'on a besoin d'espace autour des bâtiments, et etc. Nécessairement, il y a quelques activités commerciales au rez-de-chaussée qui sont bien positionnées, qui attirent vraiment les gens. Et il y a aussi cette progression d'échelle du plus public au plus privé. Donc, le grand parc à droite, l'allée grise qui est là, qui est vraiment l'allée résidentielle, la zone jaune qui est l'espace semi-privé, semi-public, pour arriver dans l'accès au chez-soi, qui lui est plus haut. Donc, toute cette progression d'échelle-là est à considérer. Ça, c'est les rues internes, les rues de quartier, où est-ce que ce sont des rues partagées, c'est des rues qui sont pavées aussi, qui sont pas très larges, que leur dimension varie dû au fait justement des bâtiments à angle. Parfois, il y a des poches un peu plus grandes qui créent une certaine communauté résidentielle aussi. Parfois, la perméabilité entre les îlots sont très minces, donc ça crée des espèces de petits passages et qui sont plus étroits vraiment au niveau de la mer. Là. Donc, on voit ce petit cintrage-là qui est beaucoup plus intime, qu'on peut passer, mais qui ne nous invite pas comme étrangers à aller au-delà de ça. Et aussi la hauteur des bâtiments qui varie. Les couleurs, c'est des hauteurs de bâtiments différents qui permettent de faire entrer le soleil aussi à l'intérieur des îlots. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je terminerai avec ce projet-là qui est Hammarby Sjöstad, qui est à Stockholm. C'est un écoquartier qu'on connaît tous, je pense. C'est un écoquartier qui a fait beaucoup parler de lui, qui est au centre-ville. Stockholm est divisé en plusieurs îles. Et on est à 5 minutes là, de l'artère principale, 5 minutes de tram, bien entendu. Et justement, ce quartier-là s'est développé avec une ligne de tram principale, où est-ce qu'on a développé autour de cette ligne-là, qu'on voit ici sur le plan. Donc, c'est développé en grappe autour de ça. Il y a aussi du transport par bateau qui est fait par la rive. Donc, d'un côté ou de l'autre, on a accès à un transport, donc le tram.
et le bateau. Et donc, dans cette rue principale-là, c'est comme une colonne vertébrale qui donne vraiment tout le soutien pour le quartier. Donc, les activités commerciales ont lieu sur cet axe-là aussi. Et les allées plus résidentielles commencent à se diriger à partir de là. J'attirais votre attention aussi sur le fait que le trottoir continue. Donc, le piéton est vraiment en priorité à cet endroit-là. Puis c'est une stratégie que chez Gala Architects, on mettait vraiment de l'avant. L'auto doit, autrement dit, monter sur le trottoir et redescendre pour accéder à la rue. Donc, il y a une priorité aussi qui est mise là pour les gens. À l'intérieur des îlots, en fait, on a ramené un peu d'eau, les espaces publics sont vraiment de qualité, puis en fait, c'est des lieux d'habitation, c'est pratiquement que de l'habitation, puis on a cette qualité d'espace public-là. Moi, je suis quand même assez impressionné, j'étais quand même impressionné de voir ça quand j'étais là-bas. Et un peu comme partout, l'accès est fait, c'est des accès, qui donnent des accès d'escalier qui donnent des logements de chaque côté, des logements qui sont traversants, etc. La cour intérieure aussi est accessible du public, mais on n'est pas le bienvenu, on sent que c'est une hiérarchie plus haute aussi. Et du côté de l'eau, du côté de la rive, il y a quelques petits cafés de quartier qui permettent de ramener, en fait, une espèce de joie du dimanche à aller prendre le café là, et qui est en lien avec la promenade aussi, où est-ce que les gens pratiquent les activités, se promènent, se baladent. Il y a aussi des accès très, très grands au niveau de l'eau pour se l'approprier, des petits passages dans le méandre, tout près de l'eau, et un accès aussi beaucoup plus plus loin pour vraiment être au milieu de l'eau. Donc, tout ça pour la création d'un milieu de vie intéressant pour les gens. Un transport qui est adapté aussi, c'est des places pour la famille. Ils s'attendaient, en fait, le centre d'architecture à Stockholm me disait qu'ils s'attendaient à ce que ça soit plutôt les jeunes couples qui soient là, mais finalement, c'est les familles là, complètement qui se sont installées. Donc, ça aussi, ça a renversé complètement la balance. Puis je pense que ces friches industrielles-là, on peut s'en inspirer pour le bassin Louise, pour amener de l'habitation là. Même on peut peut-être imaginer que la Deschavois un jour jusqu'à la baie de Beauport, c'est peut-être un lieu éventuellement où est-ce qu'on va amener beaucoup d'habitation. Je le vois là, je vois très bien la relation entre les deux. Puis je me dis qu'on aurait l'occasion de faire un master plan par concours pour toutes ces zones-là, pour les 25 prochaines années, comment on pourrait l'imaginer. Parce que dans tous les cas, le port a été déplacé, que ce soit l'exemple de Copenhague ou l'exemple de Stockholm ou même à Malmö. Le port a été déplacé plus haut. Puis Maersk, qui est en fait la compagnie danoise de bateaux, c'est leur économie principale aussi. Donc, tout le monde est gagnant là-dedans là, pour essayer de densifier le centre-ville. C'est des plans qui fonctionnent. Amabu Sjöstad, que j'ai montré à Stockholm, ça a commencé en 97 et ça va se terminer officiellement en 2017. Donc, ça a déjà fait ses preuves. C'est un quartier assez mature déjà, qui a 20 ans. Donc voilà. Je suis revenu après cette année du prix de Rome. Je m'étais engagé à faire un programme de diffusion. Quand même, je serais ambitieux de vouloir faire une exposition extérieure qui se voulait plutôt être un mobilier urbain, parce que la première chose que Jan Gehl disait, c'est qu'il faut inviter les gens à rester. Donc, j'offrais un mobilier urbain aux gens et s'ils sont intéressés, ils iront voir l'exposition qui était là. Et ça permettait aux gens de pouvoir s'approprier, s'asseoir, jouer et d'avoir des opportunités où est-ce que les enfants peuvent trouver son compte aussi à l'intérieur de ça, d'avoir une cabane qui permet de pouvoir écrire ses souhaits, etc. Donc, je souhaite que Québec puisse continuer dans cette idée-là, parce que ce que je voulais faire, c'est un défi de carrière, je dirais, c'est d'élever la conscience architecturale, ou du moins d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passe ailleurs par cette exposition-là. Puis c'était vraiment le but. Puis je pense qu'avec des projets pilotes, où est-ce qu'on peut tester, où est-ce qu'on peut oser des choses. On l'a vu l'été dernier, il y a le spot, il y avait la place publique à Limoilou, mais je pense qu'on pourrait en faire encore plus. On a des collectifs ici super intéressants pour ça. Les architectes, on a des architectes de talent ici au Québec. On peut vraiment essayer d'oser des choses puis d'aller ailleurs complètement en termes de design et tout. Donc, je pense qu'il faut l'utiliser, cette qualité-là.
Puis, je terminerai sur le dicton que Helle disait dans le film, le dicton danois qui sont les 3 professeurs dans notre vie. Le premier qui est nos parents, le deuxième qui sont les profs, l'université, etc. Mais le troisième qui est l'environnement. Puis cet environnement-là nous façonne beaucoup. Il crée, en fait, je dirais, du bonheur. Cet environnement-là, il est créé par les architectes. Puis on a ce devoir-là, puis on a cette chance-là de pouvoir concevoir ces environnements urbains-là pour les gens. Puis je pense qu'il faut juste la saisir, puis aller de l'avant avec ça. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci de nous avoir partagé tout ça avec autant de générosité. C'était vraiment très intéressant, très impressionnant. Donc, comme à l'habitude, on va poursuivre avec une période d'échange et de questions. Donc, si je peux me permettre de briser la glace avant de passer le micro. On comprend que c'était vraiment bien imprégné de cette culture de d'abord s'inspirer de la vie urbaine pour ensuite penser le projet urbain puis ensuite le projet d'architecture. Je me demande, j'aurais envie de te poser la question, dans un contexte québécois, nord-américain, est-ce qu'il y a des manifestations de vie entre les bâtiments qui t'inspirent particulièrement, puis sur lesquelles tu aurais envie, le temps que tu es fou, tu aurais envie de te pencher dessus dans les prochaines années? Bien, c'est sûr que cette idée aussi de d'abord la vie, les espaces et les bâtiments se fait bien dans les espaces qui sont déjà construits. Essayer de comment on peut réparer les choses ou comment est-ce qu'on peut façonner ces choses-là. Mais je pense qu'un beau défi serait aussi de le voir dans des projets neufs. Puis penser à la vie avant, ben, c'est essayer de comprendre comment les gens pourraient vivre. Fait que si je prends par exemple un nouveau quartier, ça serait vraiment de penser à toutes les qualités du quotidien plutôt que juste penser à l'aménagement des rues, etc. Puis au niveau, je dirais, de ces projets-là, ben, je l'ai un peu déjà dit, là, mais c'est les écoquartiers, c'est le bassin Louise. Là, on a vraiment plein de gros projets ici là, qu'on pourrait faire vraiment très bien. Là. Puis je me dis qu'on a tout le potentiel pour. Puis au niveau des places publiques, ben, c'est un peu la même chose. Je dirais, Place Dieuville, c'est un peu notre Times Square. Là. On pourrait... à petite échelle, mais on pourrait s'amuser avec ça vraiment. Puis les projets pilotes sont là pour ça. Merci. J'avais une question ici. Excuse, je vais rester debout. Au sein de l'entreprise Yangel, tu as parlé qu'il y a 3 équipes, le design team, le city team, puis le cultural communication. Je me demande, suite à ça, c'est quoi la place de l'architecte par rapport à la place de l'urbaniste? Je sais qu'en Europe, c'est 2 formations qui se croisent beaucoup plus qu'ici, mais au Québec, je me demande quelle place il faut laisser aux urbanistes, puis quelle place l'architecte doit prendre par rapport à ça. Bien, comme on travaillait au niveau stratégique, on donnait en fait des recommandations pour qu'après, les architectes ou les urbanistes ou ceux qui travaillent sur le projet puissent suivre les recommandations. Donc, il y avait des architectes à l'intérieur de ces 3, je dirais ces 2 équipes-là, je dirais, parce que Culture and Communication, c'était plutôt d'autres formations académiques. Mais le Design Team puis le Cities Team, je dirais... la place des architectes là-dedans était assez importante, même qu'il y avait besoin de praticiens, davantage de praticiens, parce que les projets s'en allaient de plus en plus construits. Donc avant, c'était beaucoup plus orienté sur l'urbanisme, et là, maintenant, beaucoup plus sur le construit. D'où le fait de partir la branche, le Design Team, parce qu'il n'était pas là avant cette branche-là. Donc, de savoir aussi... que c'est quoi l'épaisseur des murs, des choses comme ça, bien banal, mais que dans les coupes, ça traduise aussi ça. Puis aussi, on était vraiment au niveau consultant, comme je disais, donc il y a vraiment une hiérarchie, si je peux dire, là, ou de détails. Là, donc nous, on était plutôt dans la vision, et ensuite les urbanistes, les architectes qui peuvent prendre cette vision-là. Mais
ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais cette place que l'urbanisme et l'architecture, oui, effectivement, ça chevauche beaucoup, mais c'est une vision, c'est des principes, puis les gens venaient chercher Get Architects de partout dans le monde pour cette vision-là. Puis entre autres, l'Australie est teintée, là, franchement, énormément de cette vision-là, parce que la plupart des grandes villes ont pas été faites, là, mais Get Architects a travaillé dessus. Oui, tu as parlé de Orestad, qui est un cas que je trouve très intéressant, parce qu'on retrouve des projets de big qui ont un succès à l'international, en fait. Ma question, c'est en fait, je me demande, est-ce que ce succès-là est justifié, étant donné que la qualité urbaine n'est pas à la hauteur de Copenhague, en fait? Est-ce qu'en fait, une bonne architecture peut suffire à elle-même, suffire à... C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça ma question. Non, l'architecture elle-même ne peut pas suffire parce que c'est un tout, vraiment. Puis, ça peut paraître peut-être radical, mais moi, je trouve que Eurostel, c'est un Walt Disney d'architecte. C'est un peu... mais la qualité est très bien de chaque bâtiment. C'est juste que la relation par rapport à la ville n'est pas si bien faite, mais ça, c'est sans doute dû au plan d'ensemble qui a été fait avant, qu'on a donné à l'architecte, en fait, une parcelle, puis tu travailles avec ça, en fait, là. Mais, tu sais, par exemple, je prends Mountain Dwelling, que tout le stationnement est un énorme garage qui donne sur la rue. Oui, en termes d'habitation, c'est intéressant, tu regardes vers la forêt, mais au niveau de la rue, c'est pas très intéressant. Donc, je pense que dans cette idée, dans les premières diapos que je montrais qu'il faut penser, en fait, renverser un peu ça, c'est pas d'arrêter d'être architecte, mais c'est plutôt d'essayer de penser à ça. Penser c'est quoi le feeling qu'on va avoir au niveau de la rue. Puis l'architecture, avec les recherches que j'ai faites, l'architecture peut vraiment participer. Parce qu'une façade aveugle ou une façade active, transparente, change tout. Maintenant, on fait l'architecture de façon contemporaine, mais les pilastres avant, c'est un excellent endroit pour s'adosser, puis regarder la place publique, regarder les gens. Je dirais même les bollards aussi, les vieux gros bollards qu'on peut retrouver en Italie, la même chose. L'architecture peut vraiment façonner les interactions, puis il faut vraiment être... je dirais, il faut vraiment faire attention à ça comme architecte. Bonjour Jérôme. Bonjour. Une question peut-être un peu moins d'architecte, mais on sent ici aussi, là, comme on l'a vu dans les dernières années, l'intérêt pour l'aménagement de places publiques. Ma question est plus en lien avec l'animation de ces places publiques-là. Qu'est-ce que tu as pu observer? Comment tu fais le lien entre les gens qui réclament l'aménagement de places publiques, qu'on les fasse de manière temporaire ou permanente, ceux qui souhaitent qu'on y crée une certaine animation, comme ville, qui sollicitent des organismes pour qu'il y ait une animation moins naturelle, et les résidents de proximité qui s'en accommodent parfois bien, parfois moins bien. Mm-hmm. Ben, en fait, je dirais que ça prend la programmation aussi. Sur un projet que j'ai travaillé à Calgary, il fallait absolument amener de la programmation pour qu'il y ait de la vie sur la rue. Parce que la rue, présentement, n'était pas faite du tout là, pour avoir de la vie. Cette idée, où est-ce qu'il y a le Tim Hortons, le bureau en gros, etc., qui font dos à la rue, puis face au stationnement, c'était ça, mais sur une rue complète. Puis on débarquait du train, puis on s'en allait au centre d'achat comme ça, là, en longeant ça. Donc, quand on repense, par exemple, je prends cet exemple-là, où est-ce que on peut transformer la rue, il faut programmer... amener des activités. Donc ça, c'est une chose. Aussi, au niveau des intentions, je pense qu'il faut que les intentions soient claires sur la vocation de la place publique. Mais c'est la participation, pas la participation, mais la réaction citoyenne. Je pense qu'il faut aussi être ouvert à ce que ça crée comme vie au quotidien, plus qu'à un certain dérangement en fin de soirée de temps en temps. Parce que cette personne-là qui va habiter, ou les gens qui vont habiter, les citoyens qui vont habiter dans ce quartier-là, ça change la vie d'habiter dans un bon quartier, d'habiter dans un quartier qui a été bien fait, sur une rue
qui est stimulante. En fait, je prends un exemple peut-être plus personnel, mais je voyais par exemple ma grand-mère qui regardait le paysage. Pour elle, c'était dans sa résidence, personne âgée, pour elle, regarder le paysage, c'était moins intéressant que regarder les gens, regarder la vie. C'était plus animé pour elle de voir ça. Donc, mais ça, c'est personnel à chacun, mais je pense qu'il faut créer l'occasion d'avoir ça. Puis, de ne pas juste s'arrêter pour 3 plaintes sur la vie de milliers de personnes. Là. Mais ces 3, je dirais, facteurs qui sont très importants à considérer, puis qui n'est pas facile à gérer. Puis, entre autres, la ville doit gérer tout ça. Mais je dois dire que la vision, j'ai rencontré les gens de la ville de Copenhague, ils sont extraordinaires dans cette idée qu'il faut aller plus loin, amener les gens plus loin, puis je pense qu'il faut aussi croire beaucoup. Je pense qu'on peut se permettre ça. Là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vais rester assise. Moi, j'ai une question sur la relation entre architectes urbanistes, en tout cas, domaine du design urbain, mettons, là, et les promoteurs ou les constructeurs. Au Québec, on a souvent l'impression, quand on discute avec nos clients, que nos idées de qualité vont souvent à l'encontre de la notion de rentabilité. On a donc beaucoup d'éducation à faire. Là. Je pense que c'est un constat qui arrive assez vite. Ça serait quoi ton argument le plus frappant, le plus convaincant pour entamer cette éducation-là de nos constructeurs ici? C'est une belle question parce que c'est vrai, il y a de l'éducation à ce niveau-là à faire, puis c'est pas péjoratif, là, ce que je dis, c'est vraiment juste qu'il faut juste avoir une formation peut-être plus grande là-dessus. Pour te donner une idée, Real Dania, qui est une compagnie de construction scandinave, commandite des publications d'habitation. Je veux dire, la perspective est tout autre. Là. Je pense qu'il faut juste... entre autres, nous, on faisait un mandat là, avec Real Dania chez Gale pour essayer de concevoir un meilleur quartier, réparer les pots cassés. Là. Je pense que aussi on pourrait avoir cet apprentissage-là à faire, puis je pense que c'est par la diffusion de l'architecture. Il faut absolument diffuser la qualité. Je pense qu'il faut faire des conférences, en parler. Mais tout ça, en fait, cette idée de rentabilité, je pense que là, entre autres, je prends un exemple, on se bat pour avoir des escaliers aux 2 logements, pour avoir des logements traversants, mais on se bat pas là-bas là, pour ça. Là. Puis, finalement, c'est juste de l'entrer dans un coût global. Là. Puis, je suis pas sûr qu'au final, ça coûte beaucoup plus cher. Puis, il y a des stratégies quand même pour arriver à ça. Mais effectivement, je pense que tu le dis toi-même, là, c'est d'éduquer tout simplement. Puis faire des séminaires, faire des midi-conférences, d'en parler. T'sais, on a évolué dans la bouffe au Québec là, depuis des années, mais je pense qu'on peut évoluer en architecture pendant des années aussi. Merci beaucoup, Jérôme. Comme à l'habitude, on nous êtes tous invités à poursuivre la soirée dans le hall pour discuter autour d'un verre de vin. Donc, merci encore une fois. Merci à tous d'être venus. Puis j'en profiterai peut-être aussi pour annoncer la publication du catalogue de l'exposition, qui a des données encore plus de données que ce qu'il y a eu dans la conférence. C'est un catalogue, une série de catalogues que l'École d'architecture va tenter de faire. Entre autres, on commencerait par celui-là. C'est 10 $ pour publier en fait tout le contenu de l'exposition du prix de Rome. Donc, entre autres, là-dedans, il va y avoir un article de Gale Architects, il va y avoir un article de Mathieu Dessureau qui a réalisé le film, que peut-être que la plupart d'entre vous ont vu, et aussi François Dufault qui va faire une publication sur le littoral urbain. Et il va avoir l'exposition, bien entendu, et l'essai projet qui va être publié là-dedans. Donc, c'est une petite carte postale qui est sur le comptoir juste derrière vous. C'est un bon de commande, vous écrivez en fait vos coordonnées, vous payez sur place, puis on vous l'envoie par la poste. Donc, pour 10 $. Merci.